Là, normalement, on est ok. Donc là, il y a le générique qui fait... Ça va les gars ou quoi? Je me suis préparé une petite tisane. Ça fait plaisir. Bon là, c'est un peu le début de semaine, donc on va pas faire trop long, trop tard. Non. Alors, Tranquille. ouais, donc on arrive peu à peu à la fin de l'année 2023. Et on a vu tous les quelques films emblématiques de l'année. Alors les films emblématiques, c'est pas Barbie, c'est pas Oppenheimer. Désolé. Alors, j'ai pas vu Barbie, j'ai pas vu Oppenheimer déjà. Moi non plus. Désolé les médias mainstream, mais Pareil. c'est ouf. En 2023, ça dérange personne que le film de l'année, le film emblématique de l'année, le film qui a cartonné, c'est Barbie, quoi. Ça dérange zéro média, quoi. C'est-à-dire que les cahiers, ils en font un cahier critique. Enfin, franchement, c'est une cata, quoi. C'est-à-dire qu'il y a personne qui s'indigne de ça, quoi. Ça en dit long. Mais je trouve que du coup, ça en dit long malgré le film. Et je pense que tous les autres films, justement, ils parlent de ça. Alors, on a vu When Evil Lurks, donc le film argentin d'horreur, dont on va parler un petit peu ce soir, qui est pas un chef-d'œuvre, clairement, mais qui est un super film. Et puis surtout, qui est un film qui est très marquant. Je pense que ça laisse pas indifférent. En plus, je pense qu'il a un succès d'estime. Il a été Grand Prix au Festival of Sitges. Il a eu un certain plébiscite public. De toute façon, là, j'ai regardé entre midi et deux, là, pendant ma pause repas au taf, sur le YouTube américain, toutes les reviews sont dithyrambiques. Donc clairement, c'est un film qui plaît. On sent que c'est un film qui joue quand même un petit peu à l'économie de moyens, mais qui arrive quand même à faire des trucs qui sont pas révolutionnaires, mais qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc c'est plutôt sympa, quoi. Et puis moi, j'ai essayé de remettre ça un petit peu dans le fil de tout ce qu'on a vu en perspective là, cette année. Et comme je te disais, Gart, en préambule, 2023, en fait, ça a commencé avec des films comme Le Menu, le polar là, avec c'est Ralph Fiennes qui joue le chef de cuisine. Ouais. Pour lequel tu me disais, Gart, très justement cette phrase qui va au restaurant? Ceux qui n'ont pas faim. Pour bien dire que c'était justement les gens les plus riches qui pouvaient se le permettre. Enfin, dans ce type de restaurant-là. Dans ce type de restaurant-là. Dans celui dans lequel ils sont pris au piège. Et oui et non. Karim, évidemment, toi, là, tu connais, hein, tu travailles dans ce milieu-là, donc... Non, mais ce que je veux dire... oui et non. Métaphoriquement Mais parlant. sur la forme, oui. Sur la forme, oui, c'est... En fait, le film te montre des élites culinaires, des élites issues de la critique culinaire, issues des startups, issues du monde hollywoodien, tout ça et tout, puis qui se retrouvent là, pas par passion de la cuisine, parce que tu le vois bien, le vieux, il est pas capable de dire ce qu'il a mangé les 3 dernières fois il est venu. Mais personne n'est capable de... Tu sais, c'est exactement le même genre de connards qui vont... dans ce genre de restaurant pour aller... et qui vont à un concert de Taylor Swift. Ouais. Mais en fait, moi, ce que je voulais dire, c'était que le menu, derrière, on a eu quoi? On a eu le film de Robin Östlund, là, qui était Palme d'Or à Cannes, là, sur la croisière des riches qui se mettent à vomir du pétrole. Et puis, derrière, on a eu Infinity Pool, qui raconte aussi les déboires de gens riches dans un resort, dans un pays qui n'existe pas, évidemment, qui était inventé pour l'occasion. Excusez-moi, désolé pour la lumière. Et en fait, du coup, qui font n'importe quoi, qui peuvent tout faire parce que leur statut d'expatrié, entre guillemets, de l'asile politique duquel ils jouissent, le leur permet, quoi. Et en fait, du coup, on se rendait compte que les monstres, en début d'année, tu vois, au cinéma, le portrait que tous ces films-là, ils faisaient, c'était que les gens qui avaient le pouvoir, c'était eux les vrais monstres, quoi. Et après ça, on a eu Misanthrope. Misanthrope, au milieu de l'année, qui a été quand même un film qui a bien marqué les esprits aussi. Tu te souviens de ce polar, Karim? Misanthrope. Oui, c'est celui avec Ben Mendelsohn et tout c'est ça. Et, absolument. To Catch a Killer. Un espèce de polar Mendelsohn, pardon. Absolument. Et, bien. Et là, on passait de l'autre côté. On allait du côté des gens qui étaient à la périphérie, les laissés pour compte,
On assistait en fait dans To Catch a Killer à une tuerie de masse Mm. où pendant tout le film les flics ils se posaient la question de savoir mais putain mais il y a aucune cohérence dans ce qu'il fait, c'est pas un tueur en série, on arrive, tu sais, on n'arrive pas à comprendre pourquoi il fait ça. Et en fait à la fin le mec fait ça. Quand le mec t'explique qu'en fait lui il passe son temps à équérir des bestioles pour nourrir des gens qui ont le pouvoir sur lui, qui l'envoient chier. En plus de ça il est obligé de tuer des bêtes qui ont rien fait. Et puis quand ils prennent le bec entre ouvriers, et que le mec en plus il rentre chez lui, il est expulsé, son terrain, son lopin de terre lui appartient. En fait, le mec te dit qu'il a plus de place, nulle part. Presque, t'en arrives à être du côté, t'en es presque à te dire putain, mais en fait, il a pas tort. C'est ouf, Et vous, tu vois. et vous avez maté ce killer ou pas? Non, alors Pas justement, encore. je vais y venir peut-être, parce que dans ce que je suis en train de retracer le fil de l'année, là, il y a aussi la question Ouais. des classes laborieuses, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que la valeur travail, elle est au centre de toutes ces discussions, quoi, entre les monstres qui ont le pouvoir, les gens qui sont devenus des monstres, parce que ils ont pas d'autre pouvoir Ouais, quand ils sont à la marge. ouais, parce qu'ils sont enfin, ils sont par eux-mêmes, quoi. Enfin, Ouais, et puis ils ont pas d'autre façon d'exister que d'être comme la violence ouais. qu'ils subissent. Et là, on Et, arrive. et vous avez maté Dernière nuit à Milan? Non, la Ultima Noche di Amore. Voilà. Je l'ai, il faut que je le vois absolument. J'adore les Celui-là, films c'est. italiens. Ouais, les Italiens, ils sont très bons dernièrement. Mm. Hmm. Il y a des choses qui sortent chez eux, ouais, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Non, j'ai pas vu, et apparemment ça a l'air assez dépressif. Il y a des belles, il y a vraiment, c'est vraiment des belles offres. Enfin, des belles offres Mm. cinématographiques. C'est un peu lent, Mm. ça a été un peu vu, mais bon. Ok, ben moi non pas vu, mais tu vois, je suis persuadé que ça apportera un peu de l'eau à mon moulin là ce soir. Ce que je veux dire, c'est que on arrive doucement à Evil Lurks, et avant ça, Talk to Me, Ouais, la main. Ce sont les deux films de ouais, genre qui ont marqué l'année. Qui sont deux ouais. films qui sont plutôt des réussites, hein, parce que franchement les deux films sont sympas à regarder, sont même très cool. Et qu'est-ce qu'ils disent ces deux films? En gros, on est dans les limbes, voilà. C'est-à-dire que dans Talk to Me, on a l'argument fantastique de on tient une main, on voit des morts, etc. Tout ça, c'est digéré dans le moule chat roulette, TikTok, Instagram, quoi. Et à la meuf, à la fin, elle Ouais. termine, elle est dans un couloir de limbe, elle devient elle-même les fantômes qu'elle rencontrait avant, pour dire qu'en gros, en vrai, ce qui nous attend, nous, là, actuellement, c'est ça, avec C'est des Internet. fantômes. Avec Internet, c'est ça. Et en gros, When Evil Lurks, à la fin, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espoir possible, c'est fini. C'est une sorte de baptême à l'envers à la fin, où il vient à ce nouveau monde, quoi, qui est le monde du mal, quoi, des suppôts de Satan, etc., quoi. Et du coup, en gros, 2023, c'est un peu badant quand même, comme panorama. Alors moi, tu vois, et tout, je termine mon préambule. Euh, j'ai vu L'Exorciste Dévotion, qui est quand même censément être le gros film d'horreur de l'année aux États-Unis, parce que c'est quand même le film. Ils ont quand même lâché 200 millions de dollars pour avoir la franchise L'Exorciste. Ils sont partis pour faire une trilogie, etc. Enfin bon, c'est vraiment la grosse machine. Et moi j'ai trouvé que c'était une chiasserie sans nom. Je pourrais en parler longtemps, mais c'est surtout comment on a pu en arriver là dans le cinéma mainstream américain, quoi. Parce que vraiment, alors moi je regardais L'Exorciste de William Friedkin et je me disais qu'on était à l'opposé de ce que Friedkin il avait essayé de faire. Friedkin dans son film, en fait, il y avait quelque chose d'un peu pernicieux. C'était qu'il t'interrogeait à travers son film, mais il t'interrogeait de façon pernicieuse. Alors, je m'explique. C'est un film dans lequel tu es témoin d'une possession, un exorcisme par le malin, par le mal. Et c'est vrai que le film fait flipper. Le film il a l'air même hanté par cette entité maléfique.
On voit des visages en subliminaux qui ne s'adressent qu'à nous, quoi, tu vois, spectateurs, etc. Et je me disais, mais pourquoi on a peur du diable alors qu'on ne croit pas en Dieu, quoi? Comment c'est possible d'avoir peur de quelque chose en quoi on ne croit pas? Tu vois? Et Garde, tu me disais en préambule que toi, tu avais la réponse à cette question. Oui. Parce qu'en fait, alors désolé Karim, c'est que on a eu 10 minutes de conversation téléphonique avec Mickaël dimanche. Pas de souci. Voilà, en fait, du coup, il m'a posé cette question, puis je lui ai dit, bah non, c'est évident en fait, mais est-ce qu'on en parle pendant le podcast ou on en parle maintenant? Donc il m'a dit, bah, on va en parler pendant le podcast. Moi, j'ai l'impression Alors, en que fait, le mal a gagné, quoi, cette année. Putain, mais le mal, il est partout, quoi. Il s'est infiltré à toutes les strates de la société, quoi. La question que tu poses, là, le mal, c'est une question qui est difficile parce qu'elle est très présente dans la pop culture américaine et elle est difficilement acceptée en Occident et elle a été difficilement acceptée notamment par les cinéphiles également. Quand il y a une émission que j'ai jamais faite là, de la théorie des genres où je comparais 2 films de serial killer, un film européen, français qui s'appelle Le Boucher, film de Claude Chabrol. Ouais, très bien. Et un film américain qui s'appelle Henry Portrait of a Serial Killer. Ouais. Dans le Chabrol, ce qui est remarquable dans le film, c'est justement l'humanisme, c'est-à-dire d'épouser le point de vue, sans tomber dans la psychologie à 2 balles du serial killer, d'humaniser le serial killer en montrant que c'est aussi un être capable de prise de conscience, voire de rédemption. À la fin, c'est un film qui est sublime. Enfin, il y a une scène absolument culte. Et puis, le point de vue américain qui est l'inverse. C'est-à-dire que le serial killer, s'il est serial killer, c'est qu'il a une logique qui est différente de la nôtre, qui peut être dépourvue d'émotion, qu'il incarne un mal immuable. Et qu'il y a une sorte de folie à vouloir essayer de comprendre, contrôler le mal. Donc, c'est 2 points de vue opposés. Qui pour moi en fait sont 2 points de vue qui nourrissent le roman, le cinéma, la pensée de manière générale. Mais ce point de vue américain qui s'est imposé notamment dans le cinéma d'horreur, c'est ce que disait Carpenter, moi je crois au mal immuable, en fait il n'a pas forcément toujours été bien vu. Dans la pensée un peu cinéphilique, critique, moi, j'ai grandi ado avec l'idée qu'un mal, ça se dénonce. C'est-à-dire que tu identifies ce qu'est le mal, si tu veux. Parce qu'on a une vieille idée un peu qui est que le mal, en fait, c'est une nature. D'où vient le mal? Qui est le mal? Tu vois? Et cette question que tu poses, Friedkin, qui n'est pas un cinéaste vraiment, si je veux dire que Friedkin, je sais qu'il a fait du cinéma qu'on pourrait classer de divertissement et tout ça, mais c'est pas non plus Georges Romero. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ce qu'on pourrait appeler non plus un Masters of Horror, comme on les a appelés. Friedkin, c'est pas un Masters of Horror du tout. Ouais. Voilà. Pour les Masters of Horror, cette question, elle est stupide. Parce que le mal, il ne se définit pas par sa nature. Pour essayer d'ancrer ça de manière plus concrète, je vais te dire une citation que j'ai entendue de la part, c'est une nana citée Régis Debray lors d'une conférence en fait sur la politique, le monde et la politique actuelle. Régis Debray il disait la violence politique prolifère partout, mais ne triomphe nulle part. Tu vois, prolifère partout, mais ne triomphe nulle part. En fait, dans le cinéma d'horreur, le mal, il se définit par des moyens. Je peux te refaire When Evil Lurks en remplaçant le mal par des extraterrestres. Ta question, tu pourras me dire, mais pourquoi j'ai peur en voyant When Evil Lurks alors je ne crois pas aux extraterrestres? Je peux te remplacer en fait le mal, la source du mal et ce qu'est le mal dans When Evil Lurks par plein de choses différentes, si tu veux. Oui, tu veux dire le truc intrinsèque. Voilà, une araignée, c'est minuscule. Mais si je lui fais avoir, je sais pas, fait 20 mètres de haut. Oui. Et si c'est invisible? Et si c'est contagieux? Et comment ça se reproduit? Et qu'est-ce que ça mange? Voilà, etc.
c'est les moyens dont dispose le mal qui fait qu'il est problématique dans le cinéma d'horreur. C'est pas sa nature. Je veux dire, tu vas pas regarder un film d'horreur pour dénoncer les vampires. Je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais, mais c'est ce Le que... mal, en fait. Pardon. Ouais, non, le mal, c'est quelque chose que tu imposes, mais qui ne doit pas exister, en fait. Ce qui Je se pense. passe. En fait, ce qui se passe, ce moi, que t'expliques, Gart, en gros, c'est que peu importe que ça soit clérical, pas clérical et tout, c'est juste le mal, comment il existe, comment il se définit. Ouais. La réponse à ta question par rapport à l'exorciste, elle est dans un film absolument génial, un des meilleurs films d'horreur fait par un des plus grands cinéastes d'horreur, qui s'appelle Martin de Georges Romero. Quand tu as le cousin de Martin qui veut se débarrasser de son cousin parce qu'il se rend compte que c'est un être satanique, vampirique, et qui demande au prêtre de prodiguer un exorcisme. Et que le prêtre lui dit « Oh, ben ça, c'est des trucs de grand-père. Mais vous avez vu le film L'Exorciste ?» Ah, moi, j'ai adoré. Hein. Franchement, c'est vraiment un truc... voilà. Y a pas, si tu veux, c'est... on n'a pas une croyance dans le mal. On a un souvenir du mal. On se souvient qu'avant d'avoir l'électricité, d'avoir la pluie, un toit qui nous protège de la pluie, d'avoir des villes où il n'y a pas d'ours ou de loups qui rôdent. On se souvient qu'il y a longtemps, on vivait dans des grottes et que le seul moyen d'être en sécurité, c'était de se tasser autour d'un feu. Voilà, c'est ça. Et en fait, on a oublié ça et le film d'horreur, il nous le rappelle. Et le mal, et pour rajouter là-dessus, le mal, ça reste quand même des légendes, quoi. C'est une légende, c'est-à-dire que le mal n'existe jamais, quoi. Tu vois. C'est le truc qu'on se raconte au coin du feu. Mais il n'existe pas. C'est des histoires, ouais, voilà. Comme au début de The Fog. Ouais, voilà. C'est des histoires, tu vois, qu'on se raconte. Moi, par exemple, s'il y a... Vas-y, Karim. Non, je dis, après, il existe, mais il n'existe pas sous la forme, tu vois, contractuelle que tu voudrais l'avoir dans les films d'horreur américains, par exemple. En fait, l'horreur absolue, c'est justement de pas voir le mal défini. En gros, quand tu regardes tous les films dont on a parlé en première partie d'année, là, le film de Robert Englund, le film de Brandon Cronenberg, et tout, c'est de se dire que les élites qui font tourner le monde, pour lesquelles toi il faut que tu sois productif, faut pas que tu poses de questions, c'est eux le mal. Et justement, c'est ça qui est un peu... quand je regarde l'exorciste dévotion, il n'y a jamais la conscience de ça, quoi. Tu sais, ça tourne à... Attends, pour te répondre, j'ai envie de te dire, tu regardes l'exorciste dévotion, t'as l'impression de voir Jason Blum qui fait son Blumhouse, quoi, tu vois. Non, mais je veux dire, dans l'exorciste dévotion, t'as un black qui va tenter de sauver sa gamine, une famille de wasp, c'est de cathos intégristes américains, mais vraiment bas de front, qui vont tenter de sauver la leur. Oui, évidemment. Tu vois, c'est de la gentrification de merde. Ouais, mais et alors, ce qui est affreux, c'est que tous les opposent dans le film. En plus, ils vont devoir faire un choix. À la fin, c'est où on sauve l'un ou on sauve l'autre. Enfin, c'est affreux, donc c'est vraiment une opposition. Sans compter toute l'histoire de je suis agno, et puis à la fin, en fait, je fais mes prières. Et moi, ce que je trouve affreux, c'est que du coup, il n'y a jamais la question de savoir qu'est-ce qu'il y a au-dessus. Qu'est-ce qui les rend comme ça, en fait? Genre, le malin à 2 balles, quoi. C'est un flash. Enfin, c'est vraiment, ça tourne en roue libre. C'est hallucinant. Et t'as jamais à un moment donné la question de savoir, mais qu'est-ce qui est au-dessus d'eux, quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'ils travaillent? Dans quoi ils travaillent? Pourquoi ils travaillent? Qu'est-ce qui les amène à avoir cette vie-là? Enfin, les personnages n'existent pas. C'est dingue. La seule chose pour laquelle les personnages existent, c'est pour représenter une minorité, pour représenter une majorité, et puis les faire s'affronter. Voilà. C'est un truc comme de tous ouf. les films américains. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Moi, je trouvais que c'est vraiment lambda de ouf. Mais c'est impressionnant de faire de... Friedkin a dit de toute façon qu'il allait revenir hanter le mec qui a fait l'exorcisme d'émotion. Il a dit... Je reviendrai. Il est mort maintenant. Ouais, mais il a dit qu'il viendrait, une fois qu'il allait crever, qu'il reviendrait pour hanter l'autre connard qui a fait une suite à son film. Mais ouais. Donc, ce que je veux dire. Tu l'as vu, vous avez vu l'Arnie Friedkin d'ailleurs ou pas? Non. Non, je crois pas. Non, j'ai pas vu, non.
Non, va falloir. Moi non plus. C'est un film de. Je l'ai, mais Je- 2023. Ouais, bah ouais, de ouf. Non, trop pas. Il a été. En fait, il a été sur Showtime. Mhm. Il a été diffusé sur Showtime et la moitié du film a été tournée par Del Toro. Ah ouais? Putain. Ouais. Ah ouais. Parce que Friedkin était faible et tout ça, Ah et ouais. donc Del Toro, vu que c'était son pote, il l'a tourné. C'est ouf. Donc je l'ai. Mais bon. C'est ouf toute cette génération qui est en train de partir. Barbet Schroeder, Del Toro. Del Toro, pardon. Friedkin, Schroeder, Mamet. Même Scorsese, il est hyper vieux. C'est vraiment l'air des crotons. Ah putain. Et le Scorsese, vous l'avez vu ou pas? Non, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Moi non plus. Bah, moi non plus, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. Alors que je suis persuadé que c'est sympa, hein, je suis persuadé que c'est très intéressant, et puis qu'en plus... Non, mais il doit y avoir des trucs cool, mais ça me fait chier, quoi. C'est comme Oppenheimer, je suis sûr que c'est pas trop mal, mais ça me fait chier. Pareil. Alors pareil, je pense la même chose que toi. Je suis persuadé que ça doit être sympa à regarder, mais j'ai pas envie de voir ça. C'est des genres de spectacles... J'ai pas envie de passer 3 heures sur ce genre de Mais trucs. mec, quoi. c'est ça. me fait chier. En fait, tu sors du taf, t'as pas envie de voir Barbie Girl, quoi. Tu vois, Ah non, t'as pas envie de voir Oppenheimer. Barbie, Oppenheimer, T'as envie de voir un le truc- Scorsese. T'as envie, T'as envie de voir 3 heures comme ça, là. t'as envie de voir un truc qui te non, parle je un sais peu, pas, un peu de chier, ta quoi. condition, tu vois, un peu de ta Chier. vie qui t'élève. Enfin, je sais pas. Ouais. Je sais pas, j'ai envie de voir une comédie, j'ai envie de voir un truc hyper gore, quoi. Et tu vois, qui me justement, fait- apparemment, le Fincher. où je vais vraiment me prendre la gueule. Alors, moi, j'ai pas vu le Bah, le Fincher. Fincher, Mais moi je l'ai vu, moi. apparemment, c'est vraiment l'histoire d'un gars. C'est plus l'histoire de son métier. Bah, c'est la BD, hein. Ouais, c'est une BD, hein. je connais la BD que de nom. Une BD française. C'est une BD française. Mais apparemment, c'est l'histoire La BD est pas mal. d'un tueur à gages qui fait mal son boulot ou qui croit le bien le faire, puis qui en fait qui rate un peu tout ce qu'il entreprend. Mais c'est Bah, apparemment filmé, genre, c'est le travail. Le mec, il se définit que par son travail, quoi. Il ouais, n'existe ouais, pas en bah, dehors de c'est son ça. travail. C'est pas C'est un truc de ouf, quand ouais, même. Bah, On en en revient gros, encore là, quoi. j'ai envie de vous dire, bon, vous l'avez pas vu, moi je l'ai vu, c'est un peu un remake de Fight Club. Ouais. Donc la première heure, par contre la première heure est mortelle, après la deuxième heure est hyper chiante. Ouais. Mais, Je sais pas en quoi mais dans l'idée, ce serait presque un remake de Fight Club, quoi. Mais je sais pas en quoi ce serait très pertinent de refaire Fight Club là aujourd'hui. Avant Internet, au moment où Internet explose, oui, mais Ça m'a pas déplu. C'est pas le plus grand film de Fincher, mais ça m'a pas déplu non plus. mais je suis très curieux, Parce je que- le regarderai. Mais c'est un peu chiant, hein. Par contre, c'est lent, c'est chiant. Bon. Mais voilà, en fait, le truc c'est qui a envie de voir ça en sortant d'une journée de taf, quoi. Un mec qui se met. Bah Je pense ouais, que- mais bon. Je pense que Killer, c'est encore quelque chose qu'on peut avoir envie de regarder. C'est un film mystérieux qui a l'air quand même d'avoir un projet. C'est pas non plus Milka ou la vie du mec qui a inventé le synthol. C'est ça, tu sais. Au bon soin du docteur Kellogg's. Non, mais voilà, quoi. Là, c'est pas, je sais pas. Non, mais Jackie Kennedy par je sais pas, Tony Scott. ouais, merde. Putain. Napoléon par Ridley Scott, quoi. Non, mais alors là, même pas en rêve. Même pas en rêve. Même ça, j'ai même pas envie. Ah, c'est chaud. Et la version 4 heures sur Amazon, Putain, je c'est rigole, chaud, quoi. quoi. C'est chaud patate. Ouais, c'est chaud. Qui a envie de voir ça, quoi? Putain, merde, qu'on est en 2023. Waouh. Ah ouais, quoi, c'est ça, quoi. T'as pas envie de voir ce genre de merde. Je veux dire, t'as le choix entre Napoléon et Barbie, quoi. What the fuck? C'est ouf, le cinéma américain, et c'est paumé, quoi. Mais heureusement, ouais, le cinéma de genre qui vient conclure l'année, je trouve, de façon brillante, quoi. Et, Comme tous les ans. Ouais, le cinéma de genre, ça reste quand même le cinéma qui est méprisé, on va dire, par les élites, quoi, par la critique. Ah ouais, Tout mais à l'heure, c'est bien. mais bien sûr, tout à l'heure, je me suis arrêté dans le casque à journaux. J'ai feuilleté tous les journaux, les Mad Movies, l'écran du fantastique, Première, Cahiers du cinéma. Personne ne parle de When Evil Lurks. Personne ne parle de ça. Personne. Alors que je trouve que c'est l'événement et qu'il est au cinéma UGC en ce moment.
Et il est disponible Il est sorti. Il est sorti, il a une petite exploitation en salle à Paris. Mais en vrai, personne n'en parle, quoi. C'est l'occasion justement pour les élites mainstream, quoi, d'en parler, tu sais, d'aller le voir puis d'en parler, quoi. Mais personne n'en parle, c'est un truc de fou, quoi. Alors que le film est saisissant, je trouve, sur ce que ça propose, quoi. En plus, c'est un petit film, mais il a quand même la gueule d'un beau film, quoi. Tu le vois, la photo, elle est hyper belle, quoi. Enfin, au début, quand le film commence, t'as des décors comme ça avec la lumière naturelle, tu te dis putain, ouais, c'est beau, quoi. Donc, c'est pas moi, fait avec les pieds, quoi. Hein. C'est pas un film de garage, quoi. Tu sais à quoi ça m'a fait penser un peu sur la trame? Dis-moi. Ça m'a fait penser un peu à It Follows. Ouais. Bah, un autre grand film qui avait marqué son année aussi, je trouve. Sur être poursuivi par quelque chose que tu peux pas voir. Ouais, non, mais tu vois, mais sur ce genre de truc où tu vois, où il suit, enfin, tous les persos, tu vois, ils déportent le gros, et puis ils pensent qu'ils ont fini avec le gros, et puis ils reviennent, et puis Le finalement, côté, c'est poursuivi. la Tu vois, t'as ce côté où ça suit, quoi. Tu vois, la contamination. t'as ce côté un peu It Follows, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Il y a un côté un peu genre, putain, on se refile le sida, quoi. Et dans les One Evil Lurks, il y a ça aussi. Hein. Est-ce que c'est contagieux? Ouais, on y revient. Hein. Ouais, c'est un truc de ouf. Hein. Mais tu l'as aussi dans Basic Instinct. Hein. Ah, tu fais bien d'en parler. Il y a un autre film d'horreur que j'ai vu cette année. C'est un autre film d'horreur qui est sorti là en catimini, qui est une grosse. T'as maté les Verhoeven au fait? Non, j'ai pas maté. J'ai pas maté Robodoc. Je sais, je suis à chier. Je sais, ouais, je suis à chier. Je suis une grosse merde, je sais. Surtout qu'en plus, c'est scène par scène, quoi. Les mecs, ils mettent 4 heures pour expliquer le film. Enfin, c'est un truc de ouf. C'est mon rêve. Mais ce que je veux dire, il y a un autre film. Il y a un autre film qui est sorti cette année qui s'appelle Suitable Flesh. Suitable Flesh de Joe Lynch, le mec qui avait fait Mayhem, qui avait fait quelques séries B. À le mater. Alors, le début, les 20 premières minutes, c'est chaud. Tu fais putain, mais qu'est-ce que je regarde, quoi. Et en fait, mec, tu prends Basic Instinct, tu prends Cthulhu, tu mélanges les deux, et réalisé par toute l'équipe de Stuart Gordon, quoi. Barbara Crampton, Brian Usna, le scénariste du premier Animator. Tout le monde est là. Même la musique, Christopher. Tout le monde est là. Et le mec, vraiment, il arrive à faire une vraie série B à l'ancienne. Et au bout de 20 minutes, le film se lance. Et là, mon gars, mais waouh, le final est tout incroyable. Et c'est une grosse bombasse. Le film est génial. Et la fin, pareil, quoi. Tu dis putain, mais en fait, le film te laisse. Tu dis dans quel monde il me laisse, quoi. Genre, la télé s'éteint. Tu ouvres la porte, tu ouvres la fenêtre, tu dis ah ouais, c'est ce monde-là. C'est chaud. Mais il y a un côté Basic Instinct, enfin tu sais, il y a un côté un peu thriller érotique des années 90 dans Suitable Flesh qui est très 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 bien géré et justement qui est super intéressant. J'ai l'impression que c'est la première fois que je vois un film maniériste envers les années 90, quoi. C'est un truc de ouf. Mais ouais, Garth Matt, très très bon film. Suitable Flesh de Joe Lynch. À voir absolument. Et donc, vous, le sentiment là de cette année de cinéma, il y a eu quand même des choses intéressantes. Ouais. Tu vois, voilà. Oh, Karim, t'as vu combien de films? C'est une page sur 3 de tout ce que j'ai vu. Enculé. Oh la vache, mon gars, mais tu passes ta vie à regarder des films, c'est un truc de malade, quoi. Wow. Ouais, j'ai passé une année. C'était mon année sabbatique. Ah, c'est ma boulot. Yannick, j'adorais Yannick. J'ai pas vu. De Mister Oiseau, là, de Quentin Dupieux. Ouais. Le concept avait l'air ouf. Le mec qui plante une pièce de théâtre en plein milieu. Totalement débile. Totalement débile. Non, après, moi je fais pas mal de prog. Enfin, toi aussi, à mon avis, Garde, t'as fait pas mal de prog. Ouais, les gars, vous projetez des films dans des cinémas. Hein. Enfin, vous projetez des films. Vous les présentez. Ce qui se passe, c'est que pour moi, une année de cinéma, c'est pas forcément une année d'actualité cinématographique, à part peut-être le cinéma de genre que je guette beaucoup. Ouais. En général, un film d'horreur, quand il sort,
c'est rare que je vois des films qui soient plus vieux d'1 an ou 2 ans max, quoi. Parce que je les guette depuis quelques temps. Là, ça fait 1 an que pour moi, c'est une sorte de libération parce que le Covid a retardé beaucoup de sorties et de tournages. Ouais. Donc, il y a beaucoup que j'attends. Il y a encore un slasher là, qui je trouve a l'air génial et que j'attends depuis 2 ans. Là, maintenant, là, ça me saoule. Et putain, j'ai oublié le nom, mais c'est vraiment un truc à la Vendredi 13, quoi. Tu vois, vraiment dans ce style-là. Petit budget et tout ça. Et le mec, bah, tu vois, il galère là pour le distribuer. Et le film, il est fini depuis 2-3 ans, quoi. Ah, Mais quel pays? C'est un ricain. C'est ricain, ouais. Hein? un film C'est ricain. ricain. Ouais, ouais. Ah, ok. Ouais, ouais. Et bon, voilà, quoi. Il faut que je l'ai, hein. euh, Tu me demandes? Ouais, je l'ai sur une liste quelque part sur mon PC, quoi. Ouais. Mais effectivement, enfin bon, là, pour moi, en tout cas, Arrête, c'est une Carte, on année. sait tous que c'était. Ouais. On sait tous que tu parlais de Thanksgiving de Eliroth. Eliros. Non. Arrête, je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai vu la moitié hier. C'est bien? Ouais, d'accord. Ouais, non. Bon, c'est pas si mauvais que ça. Franchement, c'est pas si mauvais que ça. Mais bon, c'est un slasher. C'est un vrai slasher, quoi. Mais ça met du temps à démarrer quand même, hein. Putain. Ouais, toi, Garde, disons que les films de genre, c'est un peu ce que tu cherches le plus dans l'actualité. Voilà, en fait, si tu me parles, si tu veux, de l'actualité cinéma de cette année, moi, tu me connais quand on était étudiant, puis que The Aviator, ça sortait sur les écrans, que ça faisait la une des cahiers du cinéma, je trouvais que ça déjà abject. Ouais. Et pareil, quand je voyais, je sais pas, Gladiator ou des trucs comme ça, je me disais, mais putain, rendez-nous les films à catcheur débile avec Schwarzy et tout ça, parce qu'au moins, si tu veux, bah voilà, tu mets un catcheur pour jouer Gladiator, là, t'es bon, quoi. Gladiator, ça sera jamais un péplum, et puis The Aviator, qui c'est qui a envie de voir ça, quoi. Alors, voilà, quoi. Et à l'époque, bah, c'était des trucs qui servaient à vendre des journaux, à faire croire à servir de vitrine à l'industrie. Mais on pouvait encore aller au cinéma voir des bons films, tu vois, à côté de ça. Mais alors là, ouais, c'est un peu la cata. C'est vrai que le diptyque Oppenheimer Barbie m'a tué. Mais vraiment, pareil. de me dire c'est ça les films de l'été, ça m'a. Je sais pas, là, je me suis dit. Et c'est vrai que la dernière émission qu'on a fait, je t'ai dit que je me sentais comme l'héroïne de La Main. Sur ma page Facebook, j'ai dit que le cinéma ressemblait aux flics de When Evil Lurks. C'est-à-dire vraiment, j'ai un sentiment d'émission du cinéma et qui, pour moi, bah, ça boucle la boucle par rapport à notre émission sur The Menu. Parce que pour moi, on est vraiment dans cet esprit de pléonexie, en fait, c'est-à-dire d'arrêt de réciprocité. On n'est plus dans un rapport de réciprocité au cinéma. Il n'est pas là pour apporter des choses à des spectateurs. Ça me fait penser à ces salles de concert subventionnées qu'on a en France où les gens ils sélectionnent des groupes sur des catalogues. C'est-à-dire qu'on prend des salles de concert pour ne pas y diffuser de musique. Ouais, et, sur que les et que là, bah, on fait des salles de cinéma pour ne pas y passer de films. Ah ouais, c'est ça. On voit un film intéressant. C'est des films qui ne passent pas en salle, des fois qui n'ont même pas de distributeur. Le gros problème qu'on a avec le cinéma d'horreur, c'est qu'en fait, on a une offre qui est encore plus fournie qu'à l'époque des Masters of Horror, qu'à l'époque des Carpenter, des Romero, etc. Ouais, il y en a, hein. Sauf que maintenant, les mecs, ils font 3 films. Puis voilà, à un moment donné, il faut bouffer, puis ils arrêtent. Ouais. C'est une catastrophe, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais le réel de. Attends, Pardon, excuse-moi, quand même. Non, je t'en prie. Non, c'est juste que moi, tu vois, par exemple, tu vois, là, il y a 2-3 semaines, tu vois, j'ai passé l'exorcisme parce que je voulais faire un hommage à Fredkin. Et ils m'ont dit, c'est cool, on a la copie et tout ça, tu vois, au ciné. Et derrière, j'ai j'ai passé Zombie de Romero. Enfin, tu vois, le Argento Cut. Le meilleur. Tu vois, parce que t'as le Romero Cut et t'as le Argento Cut. Ouais. Donc, j'ai réussi à avoir le Argento Cut. Tu vois. Et
La ville est pas grande, tu vois, mais bon, il y avait quand même 20 personnes qui sont venues, tu vois. Ouais. Bon, 20 personnes, c'est pas beaucoup, hein. Mais dans un village, Ah, c'est clair. c'est quand même de la balle, quoi, tu vois. Comme quoi, ça fait venir les gens, en fait. Hein. Bah ouais, tu vois, sur un vendredi 13 et tout. Et là, le prochain truc, c'est je vais passer les 2 tabous. Tu vois, je vais passer tabou de Vas-y. Murnau et je vais passer tabou de Miguel Gomez. C'est Donc cool. là, c'est bon, j'ai les copies et puis elles sont payées et tout ça. Enfin voilà, quoi, tu vois. Toi, Tu vois, c'est vraiment un de tes films cultes, Tabou de Michel Gomez. T'en parles ouais, tout le grave. temps. Hein. Ah non, mais T'en tabou de parles tout le Miguel temps. Gomez, pour moi, c'est un pour moi, c'est un des meilleurs films des années Tu 2000. l'as vu, Gart, C'est Tabou de Gomez? Je ne pense pas, non. Non, non. Ça a l'air ouf. Ça a l'air complètement flamboyant, Tu baroque. l'as pas vu, hein, Michael? Non. Ah non, mais moi, À l'é- tabou de Gomez, moi. à l'époque, je travaillais à la coursive en Ouais. plus. Ah ouais, bah, moi, je l'avais vu à la coursive, mais non, mais non, moi, tabou, Ok, c'est faut que je bon. vois à tout prix, de toute façon. Faut que je vois à tout prix. C'est du noir et blanc, du 16 mm, voilà, quoi. Tu sais, moi, c'est pareil, je regarde Mais ça ressemble. beaucoup de vieux films, j'ai beaucoup de mal à suivre. Enfin, quand je vois la quantité de films que tu regardes, j'aimerais tellement pouvoir en faire autant. Mais euh, j'ai énormément de films aussi et je regarde des vieux films, quoi. Je regarde Ah ouais, non, mais ouais. vraiment des vieux films, la plupart du temps, c'est ce que je regarde le plus, c'est des vieux films, quoi. Mais c'est bien Bah aussi. ouais, parce que les films actuels, de toute façon, c'est de la merde, c'est toujours le même truc, quoi. Mais moi, je Enfin, trouve que justement, tu regardes ça. Pardon. ça a aucun intérêt, tu vois, les films actuels, sauf si de temps en temps tu tombes sur, tu vois, genre, j'ose espérer que, tu vois, le Ferrari de Michael Mann va être meilleur, tu vois, que ça va être une offre, Hmm. mais sinon, le reste, c'est de la Mais merde, quoi. est-ce que c'est franchement possible? Est-ce que Michael Mann, une fois que le système cinéma à l'ancienne, pellicule, tout ça, c'est fini, est-ce que c'est possible que Michael Mann il refasse un bon film, quoi? Tu vois, c'est compliqué, quoi. Je sais pas. Il paraît que, tu sais, il y a des gens qui disent Oppenheimer c'est bien, Ouais, Oppenheimer c'est ouais. chiant. Ouais. Moi, ce que Ça je veux reste dire, c'est Nolan, que. Nolan il tourne en IMAX, tu vois. Moi, Je sais ce pas, que c'est j'aime peut-être bien, très bien, hein. pour moi, c'est vachement important que les films que je vois, je puisse arriver à les mettre en perspective les uns avec les autres. Quand je parle des films d'actualité, je parle des films qui sortent. C'est pour ça que j'aime bien faire des et voir des vieux films, des fois, ça me coupe un peu, justement, ce qui se fait. Et ça me permet aussi de trier, quoi. C'est-à-dire que, ok, tous les films que j'ai évoqués depuis le début du podcast qui sont sortis cette année, c'est pas des films exceptionnels, même si certains d'entre eux frôlent vraiment, je trouve, le chef-d'œuvre, quoi. Mais au moins, tu vois, tu vois, Le Menu, c'est pas un film extraordinaire, Ah non. mais moi, je le Non. trouve plutôt notable. Enfin, il va me rester, parce que justement, je trouve qu'il a su raconter un truc, ce film, à ce moment-là, bah, que je n'ai pas trouvé, tu vois, que j'ai trouvé dans d'autres films. Mais pour le coup, pas sous cette forme-là, quoi. Enfin, voilà. En plus, Je sais pas. Ouais. en plus c'était un film, je trouve, c'est un polar, un Les- peu en mode who done it. Tu sais pas trop ce qu'ils vont faire là. Il y a un côté, tu vois, Ouais. un peu spectaculaire dans l'intrigue. Après, Non, c'est mortel. Film à tiroir, après, un les petit peu. gars, le vélo, tu veux mater vraiment ce qu'il y a vraiment dans le top du game de cette année, tu mates le Belluccio. Ouais, pareil que c'est à l'air de Ouais. ouf, ouais. Ah ouais. Le L'enlèvement, ouais. Belluccio, c'est Mauvais, le pas, mec, pas il un a très bon 80 acteur. ans, il en a rien à foutre. Mais moi, je trouve ça bien. Ah, tu l'as vu, regarde, l'enlèvement? Ouais, Bellocchio. Dernier Bellocchio, là, non. Belluccio, ouais. L'enlèvement, ah non, mais l'enlèvement, attends, t'es dans le top du game de l'année, quoi. Enfin là, tu peux dire ce que tu veux, mais bon, si t'aimes pas le cinéma, bah tu l'aimeras jamais, quoi. Oui, là, ça, c'est du cinéma, quoi. Ça, c'est du Ah cinéma, ouais. dans le sens, comme dit Gart, comme Naomi Kawase, c'est du cinéma.
Ouais, Bellocchio, ouais, c'est du cinéma, quoi. C'est sûr. En fait, si tu veux, moi, je pense que le problème qu'on a avec le cinéma, pour moi, actuellement, moi, si j'analyse le rapport que j'ai avec le cinéma, ça n'a rien à voir avec des problèmes de qualité ou des choses comme ça. Mhm. Les films, par exemple, que je mets en avant, c'est des films, des fois, qui sont juste moyens. Mhm. Moi, je m'étais battu quand on avait fait, je sais plus l'émission sur, je sais plus si c'était sur Matrix ou quoi, Ouais. parler de Antlers, un film américain qui s'appelle Antlers. Moi, j'avais beaucoup aimé, un super film d'horreur, mais pour moi, c'est pas Ouais. du tout un film, tu vois, innovant ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est un film médiocre avec toute la profondeur qu'a le cinéma d'horreur, par contre, et que c'est un film, par contre, qui a une profondeur sur ce qu'il raconte actuellement. Tu vois, qui a vraiment. Et c'est pour ça. Et moi, je pense que si on a un rapport compliqué avec le cinéma actuellement, et qu'on en vient même à se dire, tiens, Michael Mann fait un nouveau film, bon, je sais pas trop, machin. C'est parce que on est à une période où le cinéma, moi, comme je te l'ai dit pendant la vidéo qu'on a fait sur RRR, pour moi, c'est un problème de substance. C'est-à-dire vraiment, les choses se vident par leur sens, quoi. Elles n'ont plus de sens. T'as spoilé, Et, Garth. hein? Tu viens de spoiler Quoi la fin du podcast. Ah bon? C'est le film. Pardon. Mais vous avez aimé RRR? Oui, moi C'est. tout à fait. Ouais. C'est. Moi j'adore. Hein. Ah bah. C'est un des meilleurs c'est aussi un des meilleurs de cette année. Hein. Pour moi, c'est le film de l'année, et c'est pas parce que c'est du grand cinéma, quoi. Mais c'est le film de l'année. C'est le retour du spectacle, de la fête. C'est le retour. Ah non, mais... Mec, tu vas voir RRR au cinéma. Je me suis pris. Tu vois, tu vois, ça dure quand même 3 heures, quand même. Mais là, tu vois, pour les 3 heures, tu vois, j'étais là, je fais. Ouais, merci, quoi. C'est d'une générosité, mon gars. Il n'y a pas un moment en dessous. Il n'y a pas un moment en dessous d'un autre. Tout est. mais RRR, Ah ouais, mais. Et puis. C'est bigger than life. Quoi. Mais on va pas refaire le podcast, comme disait Garth. On en a déjà parlé, mais. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que la crise qu'on traverse en ce moment avec le cinéma, elle n'est pas esthétique. Elle est à peine industrielle, même si l'aspect industriel le joue. Pour moi, elle est presque anthropologique, quasiment anthropologique. C'est une question du spectateur. Je vais ramener l'analogie que j'avais faite en parlant de The Menus, en parlant de pléonexie. C'est-à-dire que c'est ça, c'est qu'on n'est plus dans un rapport de réciprocité. Tu vois, si par exemple, avant, quand j'étais étudiant, je m'étais fait mon idée, je m'étais dit, ok, il y a des films qui sont bons, des films qui sont moins bons. Tu vois, il y a La soupe aux choux, et il y a Film socialiste. Maintenant, je vais prendre un film de Godard que j'aime bien. Pas film socialiste, je vais prendre Notre musique, par exemple, tu vois. Deux films qui ont chacun leur manière de parler de politique. Et puis moi, je le vis bien. Parce que tu sais, je me dis, la soupe aux choux, le monde dans lequel je vis, c'est la soupe aux choux. C'est pas Notre musique. Mais par contre, vraiment, Notre musique, ça va être du grand cinéma, tu vois. Ça va vraiment être quelque chose, tu vois, qui me pousse vers le haut. Au niveau esthétique et tout ça, tu vois, je vais vraiment ressentir des choses esthétiques, quoi, tu vois. Maintenant, si tu veux, tu vois, ce qui fait que tu as toujours un peu cette idée de progrès. Tu vois que dans le cinéma, même si c'est un peu pourri, parce que dans l'art, on peut pas trop parler de progrès, tu vois. Tu peux continuer d'aimer des vieilles peintures et tout, mais il y avait encore cet attachement en moi à l'idée de progrès dans le cinéma. Maintenant, j'en ai juste plus rien à carrer, quoi. C'est-à-dire que c'est plus quelque chose, moi, qui me fait sauter du lit. Je ne veux plus aller au cinéma pour voir des grands auteurs, du grand cinéma. J'y vais pour vraiment nourrir mon âme. C'est tout ce que je veux. Si tu te rappelles de La Mouche, La Mouche de David Cronenberg, t'as Jeff Goldblum, lui, il sent qu'il est le progrès, tu vois. Il sent qu'il est un stade supérieur, si tu veux, de l'être humain. Puis il t'explique, si tu veux, les ongles, ça sert à rien, regarde, je me les enlève. Par contre, en échange, moi, je peux grimper au mur, je peux grimper au plafond. Je suis à un niveau dessus de vous, tu vois. Et quand il se tape Gina Davis et puis qu'il peut la baiser autant de fois qu'il veut, tu vois, parce qu'il se transforme en mouche, Gina Davis, elle est inquiète. Parce que, tu vois, les gens, ils veulent bien se faire baiser, mais par des êtres humains.
tu vois. Et quand tu vois que maintenant, l'art, c'est quelqu'un, si tu veux, c'est Xavier Dolan qui dit, bof, ça sert à rien, j'ai piqué plein de pognon pour faire des films, mais l'art, maintenant, c'est inutile, ce qui compte, c'est les réseaux sociaux et les trucs comme ça. Quand tu vois par exemple que tu as des films qui se soumettent aux journaux, aux réseaux sociaux, que c'est un club de richoux qui sont là pour défendre des intérêts d'une hyper classe, qui te racontent des conneries, mais des conneries sur le male gaze, les conneries, mais des choses qui sont pas racontables au coin d'un feu. Tu vois. Non mais c'est ça. Godard, quand tu regardes notre musique, Godard, quand tu regardes notre musique de Godard, alors c'est peut-être du grand cinéma, mais les émotions que tu ressens là, c'est des émotions que tu peux Je me souviens cette introduction là où il parle, où c'est en voix off, il dit le père de mon père, le père du père de mon père allait à la forêt allumer un feu, puis le père de mon... Ouais. Tout à fait, ça revient à des choses qui sont essentielles aussi, tu vois, c'est fait pour être vu par des êtres humains. Barbie, Napoléon. Ouais. Non, mais sans déconner. Ouais. Sans déconner, quoi. En fait, c'est des films qui ont plus besoin de spectateurs. Pour être vu par des algorithmes. C'est ça. Pas, tu vois, à un moment donné, il y a plus personne qui regarde les films. Et quand des fois, moi, je suis allé au cinéma, j'étais pas en train de regarder le film. Tu vois, c'est l'algo dans le cinéma, en fait. Ouais. Mais nous, on fait partie quand même de cette génération dans l'histoire de l'humanité qui a vécu l'avant et l'après, quoi. C'est-à-dire qu'on a vu qu'à un moment donné, il y a eu une bascule dans l'an 2000. Il y a eu un changement de moyens et d'exploiter les films et de les fabriquer, avec la numérisation des outils, la numérisation de la diffusion. Et en fait, du coup, quand tu dis aujourd'hui, il y a Michael Mann qui fait Ferrari, machin, mais tu te demandes si justement quand tu vas voir Ferrari, ça va parler à ton âme, quoi. Ou si c'est juste encore un produit de plus de placement pour Netflix, et que ça va tourner à vide, quoi. Et tu dis, ça aurait pu être ça, et en fait, tu te vois... Netflix, Ferrari ? Ouais, c'est pas Netflix, c'est une autre... Si, c'est Netflix. C'est Amazon, c'est Amazon, non, c'est pareil. Je crois que c'est Netflix, en plus. Mais tu te dis, en fait, ça va être encore une idée de ce que ça aurait pu être. Et c'est tout, quoi. Une ébauche de ce que ça aurait pu être, quoi. Je sais pas, moi, ça me fait... T'as raison, Garth, il y a un côté où on a perdu un petit peu ce qui lie en fait le cinéma aux gens, quoi. C'est-à-dire le fait de leur parler de la réciprocité, quoi, ce que tu appelles la réciprocité, en fait. Le fait de leur tendre un miroir. Et il n'y a plus ça, quoi. Oui. When Evil Lurks, qui n'est pas un film de génie, c'est un film de passionné. Tu vois, moi, ça me suffit, tu vois, parce que déjà... Je me fais baiser par quelqu'un qui est un être humain, qui est comme moi, quelqu'un qui perd des erreurs et qui fait parler ses tripes et son cœur avant tout. Bien sûr. Mais par contre, ça me parle de ma condition, ça parle de la condition de mes amis, de mes collègues, de ma famille. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas fait pour être vu par un algorithme. Ouais. Et je dirais même, c'est même pas fait pour être vu par un critique, qui sont devenus des algorithmes et qui sont des instruments de destruction. Mais c'est pour ça que le film a la cote, hein. C'est pour ça qu'il plaît, hein, parce qu'on sent que ça vient des tripes. Bah, tout à fait. Et à un moment donné, moi, quand j'ai vu When Evil Lurks, j'y ai vu ma vie. Tu vois, de la même manière que quand je vois Gremlins, j'ai bien conscience que je suis pas en train de mater notre musique de Godard. Mais quand je vois Gremlins, je vois notre condition de classe laborieuse, quoi. Tu vois, je vois la situation dans laquelle on est, où tu as le mec qui dit il y a des petits bonhommes dans la machine, si tu veux, personne ne croit. Exactement quand tu essayes d'expliquer que non, si tu as un esprit critique, si tu as des grandes idées et que tu te sens quelqu'un d'un peu exceptionnel, c'est parce que tu as des gens qui travaillent, des petits bonhommes dans ta carte vitale, des petits bonhommes dans ton abonnement internet, qui travaillent comme des chiens pour t'apporter tout ça. Et que dans Gremlins, bizarrement, ces petits bonhommes dans la machine, c'est des monstres qui sont perçus comme ceux qui foutent le bordel. Ils sont perçus comme des gens sur qui il faut envoyer des flashballs et les lacrymos, comme des gens qui sont sales et dangereux. Voilà, et c'est ce qui nous arrive. Si, par exemple, dans Gremlins, on fait des références au cinéma des années 50, c'est parce qu'à cette époque-là, même dans les salles de cinéma, on passait des pubs, on montrait les ouvriers qui fabriquaient les voitures, etc. C'était une autre époque. De toute façon, c'était les... t'avais les journaux.
enfin les journaux qui passaient juste avant le film. Enfin, t'avais tous les journaux qui passaient en noir et blanc ou en couleur, mais les journaux internationaux, tu vois, enfin, t'avais le journal télévisé au Ouais, cinéma, t'étais quoi. relié au monde réel. Il y avait un vrai truc, c'était fait par des gens qui vivent la même chose que toi, quoi. Donc ils vivent dans le même monde que toi, quoi. Greta Gerwig. Non, mais et en plus en pellicule. Non mais Greta Gerwig, moi j'ai vu une interview, elle disait j'ai fait mon film, j'ai fait Les Chaussons Rouges de Powell Pressburger. J'ai fait mon film à Les Chaussons Rouges, tu vois. Mais en gros la meuf, en fait, j'imagine même pas ce que c'était le quotidien du tournage de ce film. C'était d'aller dans des grands studios avec des décors verts, des fonds verts partout, et de se dire je suis en train de faire Les Chaussons Rouges de Michael Powell, quoi. C'est Zombie, quoi. Enfin, ça parle à personne, ça parle que aux élites qui l'entourent, quoi. Tu vois, enfin. C'est chelou, quoi. Tiens, et ça, c'est le succès de l'année au box-office. Bon, évidemment, parce que la musique de Dua Lipa est aussi importante que le message du film, quoi. Mais. J'ai peur, hein. Eh bien, je vous dis, ça a commencé dans les années 2000. Hein. C'est dans les années 2000, ça a vrillé. Hein. Oui, t'as eu les Fast and Furious, t'as eu les Matrix, t'as eu tout ça. Bon. Ouais, mais Matrix, c'est presque avant ça. C'est presque justement le moment où ça vrille. Et ça parle presque de ça. Tu vois, genre Existence, j'ai l'impression que ça parle déjà de ça, quoi. C'est-à-dire, c'est un film qui dit que c'est la fin, d'une façon de faire les choses, quoi. Mais vous avez vu le dernier Cronenberg ou pas? Enfin, Le crime du du futur. père, hein, pas du fils. J'ai pas vu. Non, j'ai vu celui du fils, mais pas encore du père. Mais par contre, celui du père, J'ai pas je vu. l'ai téléchargé il y a pas longtemps. J'ai pas vu. Mais non j'ai plus. pas encore, je l'ai pas encore revu. Je le regarderai avec plaisir, je pense. Même si c'est chiant, c'est pas grave, ça me plaira. Mais par contre, je peux te dire un truc, Karim, c'est que le fils, je raterai aucun de ses films pour rien au monde. T'as pas aimé? Brandon Cronenberg, mec, mais en vrai, en 3 films, il nous a attrapés, quoi. Il a réussi à faire quelque chose de vraiment novateur, je trouve, quoi. C'est à la fois cheap dans la forme, et en même temps, le mec, il hésite pas, il y va, quoi. Ouais, je sais pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que ça, tu vois, c'est des remakes de son père, tu vois, genre période Scanners un peu, tu vois. Ouais, Vidéodrome, peut-être aussi, ouais. Bah, Ouais, voilà, non, mais tu vois, T'es Scanners, Vidéodrome. T'es gamin, t'as 8 ans, ton père il réalise Vidéodrome, t'es un peu marqué à vie, quoi. Si tu veux faire du cinéma plus tard, il y a des chances que tu fasses un peu la suite de ça, quoi. Mais Possessor, c'est une vraie œuvre de SF, quoi. C'est de la vraie science-fiction de ouf, quoi. Infinity Pool. Moi, j'aimerais bien que Verhoeven, il ait un gamin, quoi. C'est clair. Ah putain, Verhoeven, c'est clair. Il est vieux aussi, hein. C'est un croton maintenant, Verhoeven. Continue à faire des films. Il refait un film en France avec Saïd Ben Saïd encore, en producteur. Non, take the gun, come, take this gun. Fuck you, your shit. Non mais De Palma, Verhoeven, ça c'est fini. Bah ouais. De Palma, c'est pareil, tu vois, je me suis refait les, tu vois, les De Palma de Body Double jusqu'à... Blowout, mon gars, quoi. Merde. Ah la vache, quoi, ce film. Ouais, bah Blowout, je l'ai repassé au ciné il y a 2 mois. Putain, de ce film, quoi. Wow. Quelle grosse en classe. VO. Et non, mais jusqu'à l'esprit de Quin, quoi, tu vois. Bah ouais. Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé de When Evil Lurks? Qu'est-ce que ça vous a fait de voir le film? Comment vous l'avez? Alors, grosse claque, si je peux me permettre. Moi, ce qui m'a saisi, c'est à quel point le film, il commence, bam, et il s'arrête pas, quoi. Il y a un rythme qui est ouf, c'est hyper généreux, c'est une grosse descente aux enfers, ça peut pas te laisser indifférent. Moi, il y a des passages d'asson, en plus, le fait de traiter les enfants comme les adultes, quoi, c'est... ça m'a retourné. Et puis j'ai trouvé que même si le film crescendo, il va vers de plus en plus cheapos, parce que franchement on sent qu'il y a un manque de moyens de plus en plus évident. Moi, si tu veux, ça m'a rappelé un peu les films de Lucio Fulci et les films de cette époque-là. C'est-à-dire où c'était pas important. T'as le geste
qui est là, quoi. Et je trouve que... Et pourtant, c'était pas gagné, parce que moi, je suis pas trop cinéma ibérique. Tu vois, je trouve généralement que les films un peu latins, tout ça et tout, les films de genre ne sont pas mes préférés, quoi. Mais là, T'aimes pas les Alex de la Iglesia? j'adore Alex de la Iglesia, mais il y a que Alex de la Iglesia que j'aime bien. Sinon, après, ça tourne un petit peu au cliché, quoi. Euh, Ouais. mais là, justement, il y a ça. Il y a un côté un peu grand guignolesque, si tu veux. Quand l'espèce de corps boursouflé, à la fin, il sort juste la tête de la scène, là. Puis il dit, vas-y, tue-moi maintenant. T'as ce côté un peu Alex de la Iglesia, quoi, tu vois, un peu foutraque gore drôlo sympa, quoi. Mais pas que. Il y a aussi, à un moment donné, c'est aussi sérieux, tu vois. Et moi, j'ai aimé ça, en fait. Donc, il y a le film se tient bien. Et je voulais juste te dire que le réal, moi, j'avais regardé une interview de lui, là, entre midi et deux. Donc, évidemment, il en a chié. Ça fait 7 ans, ça fait 7 films qu'il fait. Donc, ça fait 15 ans qu'il fait des films. Ça n'a jamais marché. Le mec a toujours remis des billes et des billes et des billes jusqu'à plus avoir de sous, quoi. Jusqu'à vraiment. Et il disait, et le film qui a marché, c'est le Terrified. Terrified, c'est le film qu'il a fait juste avant When Evil Lurks, qui date de 2017, mon gars. 2017. Il a mis 5 ans, 6 ans pratiquement à refaire un film. Donc tu vois, le mec met 6 ans pour faire un film, quoi. Et en fait, Terrified, ça a marché. Ça a marché dans les festivals, puis il y a eu du bouche à oreille, et puis ça a marché. Et il a dit, j'ai rien changé, j'ai toujours fait les mêmes films. Et à un moment donné, ça marchait. Et le mec, en plus, donc, When Evil Lurks, ça cartonne. Donc là, le mec est super content, mais tu sens qu'il est quand même un petit peu un petit peu au bout du rouleau, quoi. Ah merde. Et alors, par contre, moi, j'ai pas vu Terrified, j'ai pas vu ses films d'avant, mais Terrified, j'ai maté la bande-annonce. On dirait le préquel de When Evil Lurks. Hein. C'est des personnages qui vont dans un village ou dans une ville et qui vont dans des endroits qui sont supposément hantés, où il y a le malin, etc. Et à un moment donné, dans la bande-annonce, on voit qu'ils utilisent une espèce d'artefact en or métallique. Et là, je me dis, putain, mais c'est l'artefact qu'on voit dans When Evil Lurks et dont on ne verra jamais l'utilisation, parce qu'à chaque fois qu'ils veulent l'utiliser, soit le mec, au début du film, on le voit pas, mais il se fait couper en deux, soit la meuf, elle se fait découper à la hache à la fin. Et les seuls moments où on voit cet artefact, c'est quand il est manipulé par des gens qui comprennent rien, ou par terre dans une trace de sang, quoi. Et en fait... Alors, je suis presque d'accord avec toi, mais je vais rajouter un petit détail de connaisseur, c'est au marteau qu'elle se fait tuer à la fin. Ah oui, effectivement. Et puis des bons coups de marteau à répétition. Ouais. Non. Après, t'as quand même des putains de scènes dans ce putain de film. Ah ouais, putain. Des scènes où t'as la fille, enfin la gamine qui dit à la mère ouais, tu vas te faire buter par ton beau-père c'est ouf. en bagnole et tout, où il court tout le temps, enfin où t'as le père qui court tout le temps, qui court après le beau-père et tout ça et tout, qui dure 10 minutes, et ultra vénère. Ah ouais, quel enfer. Bah, il y a le coup de la hache au début là, sur le propriétaire avec sa femme. La hache, aussi, ouais. Qui fait l'affiche du film. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la scène avec le chien qui bouffe la gamine. Wow. Oui, c'est toutes ces scènes-là, enfin, celle que je te disais, là, enfin, tu sais, quel enfer. Où il court, où il va chercher le père, et où après, revient, et la gamine revient, elle a rien. Elle a rien, regarde, elle a rien, elle est revenue, elle a rien, et où finalement... Comme tu disais, garde, c'est là où on a du mal à identifier comment le mal il agit, quoi, tu sais. Ou le beau-père, en fait, il éclate la mère, quoi. Enfin, c'est quand même assez ouf. C'est ouf. Mais le fait qu'il y ait des règles, tu sais, il y a 7 règles. Il faut pas dire le nom du démon en question, il faut pas utiliser d'armes à feu, il faut pas qu'il y ait d'animaux à proximité, etc. Et tout. Ça, le truc des armes à feu, c'est vraiment cool, ça. Ouais, mais du coup, il en fait pas. C'est vraiment cool. Ouais, mais il en fait pas un film à système. C'est ça ce que je veux dire, c'est que c'est énoncé à un moment donné, et puis basta, la mytho est là, la mythologie elle est là, mais le film, en fait, il est presque à côté, en fait. À un moment donné, j'ai écouté l'émission du cinéma est mort, et l'intervenant, il dit que le film, il manque d'envergure, en gros, il était déçu parce que il y avait le potentiel à faire un film, genre, à un moment donné, toute la ville pourrait être, tu sais, concernée par ce qui se passe, et puis tu pourrais voir un peu la ville ravagée par le mal, etc. Mais en fait, dans le film,
C'est juste, ils sont dans une maison et au loin, ils voient que la lumière, elle est pas allumée. Et puis qu'ils disent, ah bah tiens, ça y est, la lumière de la ville est éteinte, ils sont en plein protocole. Bah, c'est réglé. Il n'y a pas besoin de le montrer, c'est réglé. Et moi, Vous avez vu que, que le cinéma est mort, il est là où on n'a pas le droit de dire où on est. Oui, bah oui, je sais qu'ils font partie d'un certain groupe où on discute. Mais avec plaisir d'ailleurs, parce que c'est très bien ce qu'ils font. Mais c'est juste que moi, du coup, en fait, au contraire, je trouve que c'est la force du film, c'est d'arriver à faire un truc à côté de tout ça, un peu à l'image de cet artefact qu'on voit à 2-3 reprises dans le film. Tu te dis putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, il faut le monter, comment ça agit, c'est censé éradiquer le mal là aussi. Puis en fait, on le verra jamais utiliser, quoi. C'est-à-dire que le truc, on n'ira jamais au bout de la démarche de montrer ça, parce que c'est pas le sujet du film, quoi. Puis il y a un côté comme ça un peu désespérant dans le film, où tout est cramé d'avance, un peu sans espoir. Et ça marche, ça marche bien. L'acteur principal, là, avec sa barbe, là, avec son visage émacié, là, il fait bien le paysan. Non, c'est cool. C'est cool. Mais c'est pas... Ouais. Moi, je t'en prie. Il y a un petit côté The Thing de Carpenter, je trouve aussi. Alors évidemment, c'est pas... Ah ouais, mais tu vois, t'as le truc, tu vois, It Follows, The Thing, le mal. Tu vois, ça continue, ça, tu vois, ça s'arrête pas, quoi, enfin, tu vois. Mais c'est un peu Carpenteresque comme fin. Ouais. C'est un peu Carpenteresque. J'y avais pensé aussi, tu vois, un peu un truc... Mais on sent que c'est des influences qu'il a bien digérées, quoi. Il est pas en train de faire du maniérisme, quoi. C'est juste que dans la démarche, c'est là, quoi. Il a compris que ça marchait bien. Non, c'est très généreux. Non, mais tu vois, c'est la poursuite, quoi. Tu vois, c'est la poursuite. La poursuite que tu peux pas. Tu sais, j'avais pensé même à Insidious un peu, tu vois. Mais tu sais, j'étais presque déçu par la fin du film au départ, parce que le film se termine un peu tout doucement. Je sais pas si vous avez fait attention à ça, mais en fait, il rentre à la maison, il file la glace à son fils, et puis tu sais, t'as une espèce de soufflet qui retombe, même s'il se passe des trucs un peu sales. Il sort dehors, il se met à genoux, il se met à plat. Mais tout se calme, comme si l'horreur était passée. Même si on... Ouais, mais je suis pas sûr, là, tu vois. Attends, après, moi, ça fait un mois que un mois et demi que je l'ai vu avec tout ce que j'ai maté, tu vois, je voulais le remater cet après-midi, et puis, bon, je l'ai pas maté. Mais ouais, non, je suis pas sûr, tu vois, je pense que c'est intrinsèque, tu vois, c'est un truc crasse, intrinsèque qui te poursuit, tu vois, c'est... comme It Follows, quoi. Là, le coup de la marque. Ouais, voilà, c'est It Follows, tu vois. It Follows, vraiment, c'est vrai, pour moi, c'est le meilleur exemple, enfin, tu vois. C'est un grand film, It Follows, hein. Pour le coup, là, c'est du grand cinéma, je trouve. Moi, j'ai hâte de voir la suite, là. It Follows 2, ouais. Des Follows. On verra. Hein. Ouais, The Follows, là, moi, je suis chaud 2000. Hein. Surtout qu'il n'a pas fait grand-chose entre les deux. Bah, il a fait, si, le truc avec... Thunder Lake. Moi, j'avais bien aimé, mais bon. Pour moi aussi, je l'ai vu comme un film sur Internet. Mais bon, je vais rester sur When Evil Lurks. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres trucs à rajouter? Non. Pardon. Pas spécialement, non. J'ai maté des comédies italiennes, j'ai maté que des vieux trucs, en fait, là, ces derniers jours. Et des séries. Ouais. Moi, ce que j'ai aimé dans le film, c'est avant tout son horreur. C'est un vrai film d'horreur. Ouais. Pour moi, l'horreur, dans le film d'horreur, c'est avant tout des moyens. Et c'est des moyens qui te font rendre compte que s'il y a le mal a des moyens, le bien aussi, si tu veux. Et que des fois, on a des positions, notre société, notre mode de vie a des positions de matamor, c'est-à-dire qu'il vit selon des principes et il n'a pas forcément les moyens de ces principes. Tu vois, par exemple, moi, je peux te dire, Michael, que je t'aiderai tant que de toute façon, pour moi, le principal, c'est l'amitié et tout, mais tu peux arriver à une phase où tu auras besoin de moi, puis je serai pas là pour toi parce que j'aurai pas les moyens de t'aider. C'est un peu ça. Et en fait, là, on est dans une société qui connaît le mal dont elle est frappée. Ouais, et dès le début, ça fait partie du folklore. Le total du film d'horreur. Le mal, on sait ce que c'est. Enfin, on sait ce que c'est.
Les personnages savent ce que c'est. Ouais, ça existe. Les moyens pour l'éradiquer existent. Mais la manière dont est organisée à la fois la communauté politique et la société, c'est-à-dire à la fois l'organisation politique et l'organisation familiale, tu vois, humaine, C'est fait un que abandon de toutes parts, quoi. la société absolument pas à la hauteur Ah ouais, c'est clair. et ne parvient pas à se mobiliser, même dès le début, puisqu'effectivement, ce qu'ils appellent le pourri, donc qui est cet homme enceint The Rotten One. qui donnait naissance à une sorte d'entité, il est là depuis 1 an, et que les autorités elles ont été appelées, et puis etc. Et qu'il n'y a rien qui ne faut pas bouger le cul. Et pendant que les personnages ils essayent d'alerter les flics, ils essayent, enfin voilà, ils sont vraiment complètement à la ramasse, etc. La famille aussi, c'est vu comme quelque chose de particulier parce qu'on est sur une famille éclatée. C'est là où pour moi, tu as raison, Mickaël. On a du mal à situer le film, et ça rejoint un peu ce qu'on a dit au début sur le fait que la nature du mal, c'est quelque chose de pas très important dans le cinéma d'horreur. Parce que moi, le film, je serais bien embêté de te dire que c'est un film qui critique les valeurs traditionnelles de l'Argentine rurale, ou un film qui au contraire critique tout ce que le progressisme peut apporter. C'est un film non seulement qui peut taper aussi bien sur les structures un peu traditionnelles que sur les structures plus modernes, mais en plus qui est capable de te dire que les deux se nourrissent, en fait. Par exemple, moi, ce qui m'a frappé, c'est le fait que la famille éclatée, donc la modernité du divorce, du remariage, de la famille recomposée, ça te ramène au final à une endogamie. Puisque finalement, tu te rends compte que la nana, en fait, elle s'est tapée donc, le héros, son frère, avec qui elle a fait un gamin. À la fin, alors elle est remariée avec un autre, mais à la fin, tu te rends compte qu'elle s'est aussi tapé son frère, et que le deuxième fils, tu vois, c'est ce qu'a dit au téléphone, tu as juste été capable de faire un fils handicapé, parce qu'en fait, l'autre gamin que le héros prend pour son fils, en fait, c'est le fils du frère, de son frère. Quand son incarnation, là, zombiesque, elle lui dit Pedro, tu m'as dit que tu m'aimais, etc. Le mec, il pète un câble, parce qu'il sait que c'est son gamin qui est en train de se faire bouffer, quoi. Donc, tu as une sorte comme ça, un peu, tu sais, de relation un peu incestueuse. Et moi, ça m'a vraiment parlé, parce que tu vois, par exemple, dans mon milieu social, entre guillemets, par rapport à quand j'étais môme, il y a beaucoup moins de brassage social. Tu sais, tu as moins de métissage de classe. Tu vois, il n'y a pas de problème pour être métisse, par exemple, d'avoir eu un premier mari qui est noir, un deuxième qui est blanc, tu vois ce que je veux dire, ça, c'est pas... Mais par contre, dans la classe sociale, moi, je me rappelle quand j'étais môme, tu vois, j'étais lycéen, j'avais une copine, ses deux parents, ils étaient psychanalystes, tu vois. Tu vois, c'était pas Enfin, tu vois, on se mélangeait plus parce qu'aussi, on sortait plus, etc. Mais là, je vois mes collègues, ils se mettent en couple que dans leur milieu social, dans leur voisinage, dans leur classe sociale. Et au bout d'un moment, tu sais, ça tourne un peu en rond. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté, c'est des gens qui ont des problèmes de thunes, qui se mettent en couple avec des gens qui ont des problèmes de thunes. Ils se séparent, leurs problèmes de thunes augmentent, ils vont se remettre avec quelqu'un qui a aussi des problèmes de thunes. Tu sais, ça met une pression. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc malade. Non, mais t'as raison. Dans mon boulot, les violences conjugales ont augmenté. Là, tu as plus de salariés qui ont des problèmes de violence. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a rappelé mais plein de choses. Enfin, tu vois, la manière dont fonctionne le bordel, ça m'a rappelé plein de choses. Moi, je suis pas d'accord avec ce que dit Cinéma est mort. Si un film d'auteur français te faisait un film sur le Covid, ils iraient te chercher deux bourgeois qui iraient habiter dans une maison en Vendée pour fuir la ville pendant le confinement. Tu vois, évidemment que les gens, s'ils ont les moyens de se barrer de la ville, ils se barrent de la ville. Mes collègues, pour ne pas scolariser leurs enfants dans les collèges où ils ont été, ils vont habiter, si tu veux, à plusieurs kilomètres des centres-villes, tu vois, pour être dans un voisinage qui est plus tranquille et être sûr de l'établissement scolaire où va leur gamin pour qu'il y aille en toute sécurité. Et ils sont prêts à dépenser beaucoup d'essence pour ça. C'est pour ça que des fois même, quand le prix de l'essence augmente, ils gueulent.
Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, Ouais. pour moi, cette fuite de la ville, y compris quand tu as les man de personnes, tu sais, qu'on peut imaginer, ils vivent à la campagne parce qu'ils sont pauvres, tu vois, mais qu'il y a aussi une fuite de la ville réflexe que tu retrouves dans plein de films d'horreur, plein de films catastrophes, plein de science-fiction. Pour moi, c'est quand même quelque chose, tu vois, à la fois qui a un lieu commun, mais qui nous parle. Qui nous parle parce qu'on se dit, mais putain, s'il y avait une police dans mon quartier, ça serait un bordel pas possible. Mais de toute façon, la ville, c'est mort. Faut pas se mentir. La ville est morte. La ville ne sert à rien maintenant. C'est. Tu fais tout en enfin, je te jure que je fais plus de trucs en campagne, maintenant que je suis en campagne, que quand j'étais à La Rochelle. Mais vraiment, j'aurais jamais eu l'accès à pouvoir programmer des films dans un cinéma neuf, en plus, tu vois, avec du Dolby 7.1, enfin, avec tout ça, tu vois, à choper des copies. Tu te rends compte que. Attends, parce que là, on va parler. Les distributeurs, tu vois, quand on veut choper des copies, les distributeurs de Paris nous disent eh ben, on n'a pas la copie, choper les DVD. Et donc, je chope une copie pour pouvoir la passer en HD 6.4, tu vois, en salle, quoi. Non, mais c'est vrai que dans When Evil Lurks, on sent ça. Il y a la fuite de la ville, il y a les personnages qui vivent un petit peu en marge, encore une fois. Comme le tueur dans To Catch a Killer, dans Misanthrope. Ouais. On retrouve un peu, c'est un peu le même. Moi, le sentiment que j'ai eu quand j'ai vu When Evil Lurks, c'est de nous dire que cette société moderne, etc., elle est à bout de course. Mais dans le genre, elle est essoufflée. Elle a plus de cartouches, elle a plus de carburant. Comme tu dis, Karim, il se passe plus rien dans les villes. C'est clair. Je veux dire, je te rappelle le pitch. C'est un mec, il suffit de lui planter une aiguille dans la nuque. Tu vois, il suffisait de le faire tôt. Il suffisait juste que le mec, on le conduise en pick-up, tu vois, avec quelqu'un d'autre, tu vois. C'est Robocop 2. Non, je déconne. Vas-y, continue. Enfin bon, c'est effectivement pour moi un film qui parle du dysfonctionnement, qui parle de ce que soient les familles dysfonctionnelles, les dysfonctionnements de la société, tout ça. Et pour moi, on est en fait dans une sorte de dystopie crépusculaire. Le crépusculaire, on l'associe souvent à ce qui disparaît. En fait, dans la littérature fantastique, le crépusculaire, c'est l'incertitude. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement au stade où on en est l'incertitude. Et dans le film que j'ai vu, il y a un protocole de sécurité, il y a une société, on ne sait pas si elle est dystopique encore ou pas. Et en fait, le film, il démarre sur le seuil. Il nous laisse encore sur un autre seuil. C'est-à-dire, vraiment, c'est une sorte de photographie de la période incertaine, pour moi, à laquelle on vit actuellement. Est-ce qu'on est en bout de course de la démocratie? Vers quoi on va basculer? Est-ce que ça va être un moment où elle va se renforcer ou au contraire elle va se déliter? Il y a la question, l'horreur est là, et pour moi le cinéma d'horreur, c'est le cinéma qui parle de violence. C'est-à-dire que pour moi le cinéma d'auteur c'est bien, c'est pas le problème, il fait plein de choses, mais il parle pas de violence. Le cinéma d'horreur, c'est quand même le cinéma social, hein, au final. Ouais. Parce que c'est un cinéma qui parle des comportements. Ouais. Garde, c'est énorme. Hein. Que, effectivement, où est-ce que ce seuil-là sur lequel le film nous laisse à la fin, où est-ce qu'on en est actuellement aujourd'hui, ces espèces de limbes, effectivement, qu'est-ce qu'on fait de cette démocratie? Est-ce qu'elle va avoir la possibilité de se renforcer, mais de quelle façon? Est-ce qu'elle va se fasciser? Est-ce qu'au contraire elle va se déliter et elle va être, ça va être l'anarchie? Enfin, c'est ouf, c'est incroyable, quoi.
Et le film a effectivement cette angoisse-là de ne pas savoir vers quoi... Enfin, il n'y a aucun système dans le film qui peut venir sauver ce qui est en train de... la situation, quoi. Il n'y a pas de système. Il n'y a plus de système. Ouais. Ah, excusez-moi. Ah, putain. Une mauvaise connexion. Comme dit, il y a de l'horreur. Excusez-moi, j'ai été coupé à cause d'une mauvaise connexion. Mais ouais. Tu m'as dit, il y a de l'horreur au sens vraiment expérience du terme, quoi. C'est-à-dire de l'horreur qu'on va voir par curiosité, de manière ludique dans un spectacle. Et moi, j'ai adoré, tu as une réplique extrêmement naïve. Tu as dit, tu as apprécié qu'il y ait de l'horreur sur les enfants, tu vois. Comme un peu, on se dit, oh, j'ai bien aimé ce film qui avait une scène entre deux gonzesses, quoi. Tu vois, c'était... ça, c'est important. En fait, ce que tu dis, c'est très, très important pour moi. Parce que l'horreur, comme je t'ai dit, ça procède par des moyens. On n'essaie pas d'identifier une nature de ce que tu vois, une essence de ce que tu vois. Le fait que tu vois de la violence sur les enfants, c'est pas ça qui va dénoncer la violence qu'on fait aux enfants. C'est pas ça du tout. Mais c'est qu'en voyant ça, ça fait effet. Ça fait effet sur les personnages, ça fait effet sur toi. Je vais dire un truc qui va peut-être un peu résonner avec l'actualité, mais il vaut mieux écouter les films d'horreur que les politiciens, les journalistes, les mecs qui parlent à la téloche. Et là, voilà, t'as tout dit. Les gens de nos jours, ils ne veulent plus faire de hiérarchie dans la violence. C'est une stupidité. C'est une stupidité parce qu'ils font plus de hiérarchie dans la violence, parce qu'ils se disent une vie vaut une vie, si tu veux. Et c'est vrai que moi, je fais aucune hiérarchie parmi les gens qui sont victimes de violence. Et c'est pas ça, que les hiérarchies dans la violence. Moi, j'ai connu, tu vois, par exemple, mes parents, ils travaillent au Resto du Cœur. Et ils travaillaient parce que maintenant, ils sont un peu fatigués. Mais quand il y avait, par exemple, des gens qui venaient du Soudan, qui avaient pris des risques pas possibles, qui avaient risqué la mort pour venir en France, en se mettant dans des embarcations, enfin, tu vois, plus que rudimentaires, et avec des gens qui se sont vraiment noyés, quoi. Il y a vraiment des gens qui ont pris des bateaux, qui ont coulé, etc. S'ils le savaient, s'ils étaient prêts à prendre ce risque-là, c'est parce qu'ils fuyaient un sort qui était pire que la noyade. Et il y a effectivement, par exemple, le fait d'avoir un accident de voiture, de mourir de maladie, de se faire bombarder pendant la guerre. Mais on sait qu'il y a une violence qui est pire que celle-là, qui est celle de la mère qui mange un enfant, qui est celle de la désacralisation du corps, qui est la réification. Le fait de me dire, tiens, écoute, Mickaël, je ne vais pas simplement te tuer, j'ai un message à faire passer à la société, je vais prendre ton corps, je vais en disposer, je vais prendre ton corps, un couteau, puis je vais faire marcher ma créativité. D'accord ? Peut-être même qu'à la fin, tu seras vivant, mais les gens qui verront ce que j'ai fait, ils auront peur, ils seront terrifiés à jamais. Tu vois ? Comme ce qu'on voit actuellement dans la société où les gens, tu as des intellectuels, par exemple, qui avant auraient jamais reculé sur la liberté d'expression et qui maintenant s'indignent en se disant non, non, messieurs les terroristes, tirez sur mon collègue, mais pas sur moi. Tu vois, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la violence produit des effets sur la psychologie des gens. Et tu as des gens qui, quand on va choisir sa vie, quand on va essayer d'habiter tel quartier, de se barrer de tel pays pour habiter, on ne va pas simplement choisir sa vie, on choisit sa vie parce qu'on essaye aussi de choisir sa mort. En se disant, effectivement, je vais peut-être mourir un jour percuté par un camion, comme ça, mais je veux garder ma dignité d'être humain. Tu vois, j'ai pas envie de vivre dans une conception de la vie humaine qui me rend fou, quoi. Comme le fait d'être mutilé, les viols de guerre, les sacrifices, tu vois, les tortures, les choses comme ça, quoi, qui sont une étape supérieure dans la violence. Et c'est la phrase que je te disais de Michel Debré, la violence politique prolifère partout, ne triomphe nulle part, tu vois. La violence, à un moment donné, son but, à un moment donné, elle va juste se propager. Tu vois, à un moment, c'est comme nous, si tu veux, on imite, on se nourrit, on se reproduit. À un moment donné, la violence, elle ne fait que se propager, tu vois. Et on en revient à la fin, un peu à la fin de l'idée de fin de civilisation, de fin de la sécurité.
Tu vois, de... Ça, c'est sûr. À la fin de la civilisation, ça c'est sûr. Parce que je parle vraiment de la civilisation au sens matériel, hein. C'est-à-dire vraiment l'idée qu'il est normal. Moi, je pense pas que. Hein. Non, mais je veux dire que la fin de la civilisation, elle est déjà arrivée pendant l'histoire de l'humanité à plusieurs reprises, quoi. Ouais. Ça a été des zones. Ça a été, si tu veux, des zones, mais il y avait des zones dans lesquelles se réfugier. Tu vois ce que je veux dire? C'est que quand ça te tombe dessus, bah, tu revis un peu ces moments que tu as dans le film. Et pour moi, cette idée-là, on peut pas trop en parler actuellement. Ouais. C'est assez difficile d'en parler dans les médias. C'est un discours qui a disparu de la politique. Qui est anxiogène, moi aussi. Qui a disparu de la politique. Non, mais c'est surtout qu'ils ont peur. Ouais, c'est ça. Et en fait, si tu... C'est la peur. C'est la peur parce que, si tu veux, là maintenant, tu es sur un baril de poudre. Enfin, t'étais déjà sur un baril de poudre, mais là, t'es encore plus sur un baril de poudre. Mais et si ça pète, eh ben, on fait comment? Mais c'est pour... Personne peut le faire. Bon, je veux pas rentrer en politique, enfin, tu vois, dans les politiciens et tout ça, mais... Je vais revenir dans le giron du cinéma. Là, tu fais comment derrière? Mais toutes ces destinées de personnages qu'on aura vu cette année, c'est-à-dire la meuf dans le menu, qui mange son hamburger en regardant tout exploser, le tueur de misanthrope qui finit flingué sur un mur avec les lumières de la police qui forment le drapeau américain dans le noir. La fin de When Evil Lurks ou même de Talk to Me, la main, où l'horreur gagne. C'est-à-dire que le film d'horreur, l'horreur dedans, elle gagne. Et ben, ça traduit un peu tout ça, Garth. Hein. Ça traduit un peu cette angoisse de toute façon, face à l'absence de solution. Mais de toute façon, les gars... l'absence de perspective. Sans vouloir... Regarde, juste par exemple, on prend Zombie, qui va de Romero. C'est quoi? C'est un film sur le consumérisme avec des gens qui vont dans des supermarchés pour aller bouffer, quoi. Alors qu'ils sont morts. Ils en ont rien à foutre d'aller dans un supermarché, quoi. C'est ça qui est horrible, ils disposent même plus de leur corps. Tu vois? Ils se rappellent juste qu'ils vont dans des supermarchés, quoi. Enfin, je veux dire, on en est au même niveau, quoi. Moi, mais 50 ans après, quoi, tu vois. Moi, je voudrais recontrebalancer, peut-être même conclure. C'est une certaine tendance du cinéma qui va vers ça, vers ce paysage-là, ce seuil-là sur lequel on nous laisse. Et puis, d'un autre côté, on n'a pas parlé ni de films chinois, ni de films japonais cette année. C'est un peu la grande absence. Et aussi, par contre, prenez un RRR, et là, c'est l'inverse. C'est comment mobiliser les foules, donner une perspective, un espèce de lieu commun vers lequel tout le monde peut converger, un espèce d'idéal, un esprit de fête. C'est l'opposé de tout ça. C'est dingue. Les Indiens, le monde est à eux. Ce qui est le plus hallucinant, c'est que RRR, il a été diffusé, tu vois, genre une séance, 2 séances dans certains ciné, alors que c'est peut-être pour moi, un des meilleurs films de l'année, mais personne l'a distribué, quoi. C'est vrai. Mais par contre, partout où il est passé, les gens ont trouvé le film dithyrambique. Mais ce que je veux dire, c'est que en plus de ça, sans refaire le film, mais dans RRR, il y a quand même des préoccupations qui sont hyper sombres. Hein, tu vois, l'occupation anglaise, comment elle est vécue, comment elle est montrée. T'as quand même d'un gamin qui est obligé de tirer sur son père pour aller au bout de l'idée du nationalisme. Enfin, c'est ouf, quoi. C'est malade. Non, mais c'est surtout qu'en plus, c'est beau, quoi. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que le film est arrive à vraiment rendre beau, ça quoi. Positif, quoi.
Enfin, c'est beau, tu vois, positif, visuellement, je sais pas, c'est mais- beau quand même, RRR. Ouais. C'est un spectacle. Enfin, moi, vraiment, j'ai donné ce sentiment de fête nationale, cette beauté communicative qui est Ouais, vraiment dans. Là, pour moi, on est vraiment dans un rapport de réciprocité complet et en partage, quoi. Mm. ouais. C'est un film qui est vraiment très, très émouvant, très, très enthousiasmant. Moi, qui m'a donné plus foi en l'humanité qu'au cinéma. Ouais, c'est clair. J'ai plus pensé aux autres gens qui voyaient le film, Ouais, mais c'est au clair. film lui-même. Mais il y a un côté Et festif de ouf, quoi. Tu te dis, putain, mais dans la salle, t'as envie de danser, t'as un entracte, t'as envie que tout le monde monte sur scène. Allez, on relance et tout. Ah Il ouais, y a non, un non, mais côté ouais, mais communicatif de ouf. Ouais. c'est une moi je te jure, souffrance, un film, c'est une souffrance de le voir seul. comment? Je disais, RRR, ce film, pour moi, ça a été une souffrance de le voir seul. Ah, de le voir seul. Ah ouais, non, mais ouais, C'est faut c'est vrai que ça t'a fait faut chier, le ça. rappeler. Moi, Comment tu moi, m'as je l'ai tanné vu, quand je le vois. moi, je l'ai vu avec, bon, bah, avec Alex. Bon, bah, vous voyez qui c'est, Alex? Ouais. Hein. Je l'ai vu avec Alex, tu vois, et après, moi, je l'ai revu après en salle. Mais, euh, mais ouais, t'as pas envie de le voir seul, quoi. Ouais, c'est clair. Mm. C'est clair. Mm. C'est Clairement, clair. quoi. Putain, c'est clair. Mais qu'est-ce que ça veut Si dire, en t'as pas un fait? truc, Il y a un basculement. tu comprends pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une proposition de cinéma que, Mais est-ce qu'il n'y a pas un basculement en ce moment? Il y a un mais tu rapport vois, entre les... entre depuis quand t'as pas vu des propositions comme ça, quoi? l'Occident et... C'est un rapport, je parle en termes de spectacle. Ouais. D'industrie du spectacle. Il y a un Ah ouais, basculement ouais. qui est en train de se faire qui est ouf. Parce que RRR, ça reste un produit qui est typiquement tous les marqueurs du cinéma hollywoodien des années 2000, post-2000, c'est-à-dire les effets spéciaux numériques, enfin, les espèces d'effets grandiloquents, la mise en scène à base de ralentis, etc. Et tout. Mais la façon dont c'est fait, ce pourquoi c'est fait, la façon dont c'est utilisé, la... Mais non, mais parfois c'est même guignolesque, tu vois. Il y a des moments c'est guignolesque, mais putain, mais ça tient la route, quoi. Mais mec, j'ai trouvé ça beau. Moi, il y a des ralentis qui m'ont foutu sur le cul, quoi. Avec des CGI, quoi. Mais ouais. Genre avec le Et- tigre. et- Quand tu il vois, tient les cordes, ça... Ah avec le tic, mais c'est putain, complètement. mais c'est mortel. C'est génial. Mais tu vois, pour qu'on nous, on en arrive à dire ça, nous qui sommes pas indiens, qui n'avons pas vu le film dans les conditions dans lesquelles les Indiens ils ont pu le voir, c'est-à-dire qu'en plus suivant le dialecte, etc. Donc Ouais, pour, pas, en pour même... tamil ou en télégout. Non mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on fait même pas partie, si tu veux, de ceux qui ont été appelés à communier le spectacle dans les salles, quoi, tu vois. Et ben pourtant, t'as vu Ouais. l'enthousiasme qu'on dégage dans notre petit, dans nos petits chez nous, là, Eh à ouais, travers Internet. mais parce que, si tu veux. Putain, mais me dis pas que Barbie, vous allez pas me faire croire que vous montrez RRR Mais à moi, n'importe je qui. préfère. Et Barbie, Mais je préfère voir et que le mec qui RRR que regarde Barbie. ou que le mec ou la meuf qui regarde Barbie se disent putain non, on arrête s'il vous plaît, remettez-moi RRR, quoi. Ça semble évident, non? Il y a tout, quoi, dedans RRR, quoi. Bah, c'est peut-être il y a peut-être un côté, comme ma femme me disait, bon, elle l'a pas vu le film, mais quand je lui faisais le récit, elle me disait, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le film. Bah, il y en a, hein, mais c'est vrai que c'est pas. Ça reste Ouais, quand même, mais ça reste quand même un On film n'est de. pas là pour ça, quoi. Et justement, Mais enfin, justement, c'est bien. c'est très bien. C'est quelque chose type de faire avant et de revendiquer Merde. un certain nombre. C'est- Non, mais c'est le répertoire J'entends masculin. plus rien, attendez. Excusez-moi. Plein de cultures, plein de civilisations, le fait d'avoir un répertoire masculin, un répertoire féminin, par exemple, c'est des choses qui sont vues positivement. Ouais. Le fait de dire ah ben il n'y a pas beaucoup de femmes, mais c'est complètement con, on n'est pas au supermarché. Si par exemple, Ah, mais je fais un film qui puise dans l'imaginaire de la chevalerie masculine, et ben c'est parce que je plonge dans l'imaginaire de la chevalerie masculine. Absolument. Mais c'est bien ce qui tue le cinéma américain en ce moment. Va acheter des magazines, regarde la télé, va sur internet, mais va pas au cinéma. Voilà. C'est tout. C'est en quoi c'est un problème. Tu vois des films en noir et blanc.
Dans les films en noir et blanc, tu vois pas de couleur. Ouais, Voilà. Il y a un seul personnage. Il y a un seul personnage. Comment on fait? Si c'est une femme, il n'y aura pas d'homme. S'il n'y a pas d'homme, qu'est-ce que tu veux, quoi? C'est des choses normales. C'est des choses tout à fait normales. Il y a même des films où c'est des animaux, tu vois, qui chantent. C'est normal. Et c'est normal d'être dans un récit où il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est normal d'être dans un récit où il n'y a que des nanas. C'est voilà, je vois pas le problème. Moi, j'adore le shoujo. Le shoujo, c'est des animés pour les adolescentes qui parlent que de problèmes d'adolescentes et tout. Les Japonais, je vois pas où est le problème. Je vois pas où est le problème. T'as Mais raison. ça, c'est. Mais le pire, c'est la vision de la masculinité. On en a parlé dans le dernier podcast sur RRR. Ils ont une vision beaucoup plus complète aussi de ce qu'est un homme. Ouais, c'est clair. Je prends la scène de la torture où le personnage qui est une grosse baraque, il te dit si moi je résiste à la douleur et que je suis aussi fort, c'est parce que je suis un enfant de la forêt. Parce que je me souviens du petit garçon qui est en moi. Voilà. Revois la fin de The Menu avec l'explication du dessert final. Ouais. Pourquoi il fait ce dessert? Parce qu'il n'y a rien de plus méprisable qu'un enfant. Un enfant, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'éducation. C'est nul à chier, c'est l'ennemi de l'art, l'enfant. Il faut l'éliminer. Voilà. C'est tout, quoi. Tu vois deux c'est clair, civilisations putain, c'est clair. qui sont dans des rapports complètement différents à l'humanité, à la C'est clair. Voilà. Et si par exemple tu as peur, je vais te dire un des secrets pour lesquels tu as peur quand tu vois du cinéma d'horreur. En fait, je vais reprendre ton exemple où tu m'as parlé des enfants qui meurent et qui ont des morts horribles, où ils se font bouffer par leur animal de compagnie, leur mère, la vieille qui se fait bouffer par son petit-fils. Voilà. Ça, c'est comme des faux raccords, mais en chair humaine. Tu vois, quand tu regardes, par exemple, un faux raccord, un rapport des 180 degrés qui n'est pas respecté, c'est par la grammaire du cinéma que tu as l'impression qu'il y a une sorte de discontinuité, de transgression. Tu vois ce que je veux dire? Oui. De subversion. Et ben, ça, si on a fait ça, c'est parce que ça vient d'abord d'un rapport à la nature. Tu vois, si je te fais un plan, un champ il fait jour contre champ il fait nuit, tu auras une impression de faux raccord, si tu veux. Alors que j'ai pu respecter la règle des 180 degrés. Mais là, tu vois, le raccord, il se fait pas dans la continuité des règles de la nature. Et ben, nos premiers faux raccords, nos premières discontinuités, etc., c'était les chimères, c'était des trucs complètement aberrants, quoi. Et effectivement, toi, tu as ce rapport de la même manière que tu te dis que un père doit pas coucher avec sa fille, tu te dis qu'une mère doit protéger son enfant, qu'elle doit pas le bouffer, que les enfants ils doivent pas tuer leurs parents, tu vois, tout ce truc, quoi. Que les enfants c'est des êtres innocents et qu'il faut pas leur tirer dessus, etc. Ouais. Et l'horreur. Ça c'est la règle américaine. Ouais. Non mais ça c'est toute la mythologie grecque et romaine. Hein. Le contre-nature, c'est quelque chose qui fait un effet, bah tu vois, tu as une impression de putain, comme si c'était une transgression dans une œuvre d'art, tu te sens stimulé, tu te dis putain, il y a un truc qui me choque, quoi. Il y a un truc vraiment, je me sens un peu bouleversé dans mes. Attendez, j'arrive. Vas-y, Karim. Et si on le voit comme de l'horreur, bah c'est exactement, je veux dire, comme si par exemple, tu avais un mec, tu vois, pour faire un attentat de ouf ou juste choquer la société, faire un crime pervers, il faisait un truc complètement abominable qu'aucun être humain ne serait censé faire. Type Jack l'Éventreur, type certains attentats terroristes, type des vidéos d'exécution, tu vois, des choses comme ça. L'horreur, c'est ça, quoi. C'est vraiment quand tu as ce sentiment de discontinuité, de rupture, vraiment avec, je dirais, le genre humain, avec l'humanité, et avec l'humanité telle qu'elle s'est organisée pour quitter justement les grottes où on se protégeait des un état de faux raccord. Mais c'est ouf, c'est incroyable ce que tu viens de dire, regarde. C'est le sujet d'un livre. C'est ouf. Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. C'est vrai que c'est un des secrets de la recette des films de genre. Ouais. Mais incroyable. En tout cas, c'est pas mal, c'est cool. On a réussi un petit peu
à recontextualiser toute cette année 2023 à travers quelques temps forts. On n'aura pas vu tous les films qui ont marqué 2023. C'est pas fini. Mais c'est pas fini, évidemment. Mais, On a vu des mais on a vu des films cool quand même. Ouais, bah moi c'est ce que je préfère actuellement, c'est vraiment voir des films qui sont faits pour être vus par des gens, quoi. Que ce soit des films d'auteur, des films de Koreeda ou du film de genre. Les Koreeda, ils sont top. Ah ouais. Bah oui. Et, moi, si tu veux, là où je me suis rendu compte que je commençais à en avoir un peu plein le cul de la cinéphilie, c'est via Koreeda. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai commencé à écouter des critiques un peu, tu sais, des critiques d'art qui parlaient de cinéma à la radio, et ils disaient ouais, le cinéma de Koreeda, il est de plus en plus simple niveau cinéma. Il y a de moins en moins de cinéma, donc on va dire que c'est bof. Mais quand on voyait, par exemple, une affaire de famille ou des choses comme ça, parce que la puissance de ces films, ce que ça arrive à dire avec une telle justesse, je me suis dit, bah, franchement, j'en ai rien à branler. Enfin, tu vois, le fait que ce soit des films moins artistes, je comprends. Et là, je me suis dit que pour moi, l'important, c'était vraiment la tripaille quoi, qu'il y avait dans les films. Et vraiment ce rapport, si tu veux, au cinéma comme étant un objet qui était fait pour être vu. Tu vois, qui était fait pour être vu par des gens qui pourraient très bien figurer dans tes films. Donc, tu pourrais très bien parler dans tes films et avec qui tu pourrais très bien faire un film. Et voilà, c'est ça pour moi le principal. Ouais, la personne la personne, le monsieur lambda, quoi. Enfin, ton voisin, ta voisine, ton voisin de palier, tout ça. Tu vois, tu fais le truc. Ouais, je pense qu'à un moment donné, même le film, il peut être un chef-d'œuvre du cinéma, il peut être un film plus modeste. À partir du moment où tu as cette passion à transmettre, c'est vraiment à vouloir voir le film comme on fait une chanson, tu vois, ou quelque chose qui doit transmettre. C'est le principal pour moi, parce que faire des films qui sont faits pour juste faire des bandes annonces et des clics sur Internet et des couvertures de magazines et des pages. C'est de la merde. J'en peux plus, quoi. Moi, j'en peux plus. C'est clair. C'est parfait. Merci beaucoup pour cette profession de foi. De rien. Les gars, merci beaucoup. Je vais devoir vous laisser. Ça fait 1h37. C'était bien cool. Ouais, c'était super cool. Je vous souhaite plein de bons films pour les fêtes de fin d'année. Voilà, t'inquiète pas. Merci Karim d'être venu, c'était bien cool. Je te remercie, ça m'a fait plaisir de te voir. Non, je vous comprends, ça m'a fait plaisir. Bah ouais, bah tu repasses. Ah bah quand vous voulez. Vous me dites. La prochaine fois, je te promets, j'aurais vu Robodoc. Et si tu veux qu'on parle d'un film qui te tient à cœur, t'hésites pas à nous solliciter, à nous envoyer le film, et puis pour qu'on le voit aussi. Ouais. Non, mais pour l'instant, j'en ai pas trop. Mais t'inquiète, si ça se fait. Si ça te démange, tu le dis. Bah, et de toute façon, vous savez où le trouver. On se retrouve sur le groupe. Carrément. Ok. Carrément. Voilà. Grosse bise, les gars. Bonne soirée, les gars. Allez, ciao. Merci encore. Yeah, ciao.